Bonjour à toutes et à tous, et dans quelques instants, le départ de ce Grand Prix d'Allemagne qui marque l'entrée du championnat du monde dans la deuxième partie de la saison. Il restera 8 Grands Prix maintenant jusqu'à Adelaide en Australie. Un Grand Prix d'Allemagne avec énormément d'émotions, et vous savez pourquoi. Il y a 2 Ferrari en première ligne et cela n'était pas arrivé depuis le Portugal en 1990, depuis exactement 60 Grands Prix. Et lorsque l'on sait l'émotion, l'enthousiasme, je dirais même la dévotion que suscite la Scuderia Ferrari, non seulement en Italie, mais dans le monde entier, on comprendra pourquoi il règne ici une tension terrible. Le monde entier donc guette les Ferrari, les Allemands ici dans ce Motor Stadium venus par dizaines de milliers sont en train de guetter Michael Schumacher, c'est-à-dire leur idole, et puis nous guettons également Damon Hill qui est l'un des grands favoris de ce Grand Prix derrière les 2 Ferrari. Alors Alain Prost, tout de suite un pronostic. Le pronostic, il dépendra bien entendu de la fiabilité des Ferrari, parce qu'on a beaucoup parlé de leur nouveau moteur qui est vraiment très performant. On oublie un petit peu de dire que même l'ancien, c'est-à-dire ce qu'on appelle le 041, était lui aussi très performant, et je crois savoir que la différence en réalité est plus faible que ce que l'on peut penser. Mais ils ont aussi beaucoup amélioré le châssis, la tenue de route. On le voit d'ailleurs ici à Hockenheim dans le stadium, la partie la plus sinueuse. Les Ferrari étant bien entendu très rapides dans les droites, mais aussi très vite dans le stadium. C'est pour ça que Berger et Jean ont pu faire la première ligne. Par contre, au niveau fiabilité, s'il finissait le Grand Prix aujourd'hui, et on peut penser qu'il le finirait en très bonne place et pourquoi pas une victoire, ce serait la première fois en réalité que ce moteur aurait parcouru la distance complète d'un Grand Prix sans aucun ennui mécanique. Et quand on connaît la difficulté du circuit d'Hockenheim, eh bien en réalité, en ce qui concerne Ferrari, toute la question, elle reste là. Un petit mot sur Jean, parce que Jean a eu pas mal de problèmes ce matin. Il se plaignait beaucoup de son moteur, une hésitation, revenir à l'ancien moteur ou garder le nouveau. Apparemment il préférait plutôt garder l'ancien. Peut-être qu'ils ont trouvé le problème, il se plaignait de l'accélération, il se plaignait de la difficulté à conduire le moteur. On l'a vu dans la chicane, dans les situations un peu acrobatiques. Donc un petit avantage à Berger pour l'instant, qui lui est vraiment très confiant. Mais si les premiers tours et le départ se passaient bien pour Jean, on pourrait assister vraiment à une course formidable. Par contre, derrière, si on parle encore de pronostic, c'est vrai, personnellement, je pense que la Benetton de Michael Schumacher et surtout la Williams-Renault de Damon Hill sont dans une situation, même en étant un peu derrière, donc en deuxième ligne, dans une situation un peu plus connue, je dirais, avec une fiabilité éprouvée et un petit avantage, en tout cas pour la deuxième ligne par rapport à la première. Alors, tandis que démarre ce tour de formation définitif de la grille de départ, les chiffres de ce Grand Prix rapidement: 557e épreuve du championnat du monde, dont c'est la 45e saison, 9e épreuve de cette saison 1994, 45 tours ici d'un circuit légèrement allongé, 6 km et 823 mètres, ce qui nous donne un Grand Prix de 307 km et 35 mètres. Les vainqueurs ici, eh bien les recordman, c'est Juan Manuel Fangio, Jackie Stewart, Nelson Piquet, Ayrton Senna qui ont remporté 3 fois le Grand Prix d'Allemagne. Derrière eux, il y a Ascari, Brooks, Surtees, X, Mansell, et vous, Alain, qui l'avez remporté 2 fois. Johnny Reeve, 1 point sur le warm-up ce matin. Eh bien alors, ce matin au rodage, Schumacher a déclenché la liesse dans les impressionnants gradins d'Hockenheim en réussissant le meilleur temps. Michael, en 1 minute 46 secondes et 642 millièmes, a devancé Berger, l'homme de la pole position, d'un tout petit dixième de seconde. En revanche, l'autre Ferrari, celle de Jean Alesi, ne s'est placée ce matin qu'au 17e rang. Jean a connu des ennuis de fonctionnement de moteur sur sa voiture de course. Il a dû changer de monture de façon imprévue entre sa voiture de réserve et la voiture de course. Et au bout du compte, notre avignonnet national faisait la grise mine. Alors quelques temps, donc Schumacher meilleur temps en 1,46 642 ce matin devant Berger 1,46 721, Damon Hill 1,46 7 lui aussi. Brundle, petite surprise, 5e temps avec la McLaren Peugeot en 1,47 1. Et pour trouver les Français, il faut descendre tout en bas du classement. Alesi a donc le 17e temps en 1,49 1. Bernard le 20e en 1,49 3. Comas le 21e en 1,49 3 également. Panis qui a eu des ennuis de fuite d'huile sur sa Ligier Renault
mais qui ont été rapidement réparés. Une 50 et une 49,9 pour Olivier Panis. Beretta, une 50,3, il a le 24e temps. Gounon, le 25e, une 51,2. Devant son équipier, David Brabham, une 51,3. Les deux Simtek ferment la marche. Et on rentre dans le stadium à bord de la Ferrari de Jean Alesi, le style de Berger, attention mal de mer. Tout ça pour vous montrer la foule, environ 100 000 places assises. Et puis la tradition ici, bien sûr vous ne l'entendez pas mais vous pouvez le voir, ce sont les pétards et les fusées. Et bien sûr ces différents drapeaux allemands, en même temps qu'un peu de drapeaux brésiliens. Alors que c'est Gerhard Berger puis Jean Alesi là, qui donne le ton de cette grille de départ. Attention au tour de chauffe, il est interdit de se doubler. On sait que cette petite cause a produit de grands effets. Donc ici le plein centre du stadium qui se négocie à la fois en 3e, 4e et 2e pour les virages serrés. Alain, je crois que les 3 chicanes par contre de l'ensemble du circuit c'est toujours en 2e. Toujours en 2e, surtout la dernière qui était l'année dernière encore en 4e, qui a été modifiée, qui se passe maintenant en 2e. Oui, donc beaucoup d'accélération, de remise en vitesse. Alors un moment, comme je vous le disais tout à l'heure, une communion autour de cette première ligne entièrement rouge de la grille de départ. Regardez, les deux Ferrari comme à la parade, on n'avait pas vu cela depuis 60 Grands Prix, depuis je crois Alain un certain incident avec votre équipier Nigel Mansell au Portugal qui vous avait foncé directement dessus. Qui était lui en pole position, j'avais pris un meilleur départ mais lui il m'avait mis dans le mur. J'espère que ça ne se produira pas, je pense que Jean Todt aura su parler à ses pilotes juste avant le départ. À droite de votre écran, Gerhard Berger, à gauche Jean Alesi, là-bas dans le fond, la voiture d'intervention. Le feu vert a été passé, ça déboîte de tous les côtés, Berger très bien parti, Alesi qui freine un petit peu alors que derrière il est touché, fort, et puis ça c'est au boum également une McLaren, Hakkinen, je pense, derrière il y a du monde, cette grande courbe à droite de sortie, tu peux dire une autre McLaren partout, et une autre McLaren, alors que là on peut il y a une Ferrari Jean Alesi qui est touché, je pense qu'il va y avoir le drapeau rouge. On se penche tout de suite du côté de la passerelle de la direction de course. Il y en a ici dans le mur. Eh bien messieurs, vous ne vous êtes pas très bien tenus aujourd'hui. Il y en a dans tous les coins. On ramasse les dégâts. Ici il y a en bas une Minardi Ford au-dessous de la passerelle de course. Vous la voyez, c'est celle de Pierre Luigi Martini. Et puis les voitures d'intervention sont prêtes. Il y a c'est Andrea De Cesaris qui en bas a du mal à s'extraire de sa voiture. Et puis plus loin, il y a une Jordan, il y a une Tyrrell. Enfin, je crois que c'est un carton général qui s'est produit, je crois, Johnny, sur près de 500 mètres. Voilà. Je crois qu'on peut considérer qu'il y a eu 3 carambolages. Un sur les lieux mêmes du départ, un à l'entrée du premier virage à droite qui sort du stadium et un à la sortie de ce virage à droite. C'est 3 carambolages différents. Et là, apparemment, pour l'instant, il n'y a pas de drapeau rouge. La course continue, malgré les dégâts importants et malgré le nombre de voitures qui sont immobilisées à droite et à gauche, un petit peu sur la grille de départ, un petit peu dans le premier virage. Aucun drapeau rouge n'est en vue. Berger et Schumacher qui sont roue dans roue dans ce stadium alors que les autres y pénètrent et que je crois que Demonil lui aussi est au ralenti. Et bien décidément c'est une hécatombe absolument extraordinaire. Je crois qu'il va manquer pratiquement 6 à 7 voitures si le drapeau rouge n'est pas agité. Et c'est donc Gerhard Berger qui boucle ce premier tour devant Michael Schumacher, à quelques dixièmes derrière lui. Le troisième est Ukyo Katayama sur sa Tyrrell Yamaha. Le quatrième c'est Panis sur une Ligier, et puis Verstappen, et puis Eric Bernard. Alors que le computer a du mal à suivre et que je vous donne au jugé bien sûr le classement des premiers de ce Grand Prix. Martin Brundle est passé et les deux Williams rentrent en même temps. Et c'est Jean-Marc Gounon qui ferme la marche. Alors pour l'instant, le classement est le suivant. 1 Berger, 2 Schumacher, 3 Katayama, 4 Panis, 5 Verstappen, 6 Bernard, 7 Morbidelli, 8 Fittipaldi, 9 Comas, 10 Beretta, 11 Brabham, 12 Coulthard. Alors que cette McLaren est très endommagée. Et voici que l'on revient bien sûr sur les images de la course avec Schumacher blotti dans le sillage de Gerhard Berger. L'Autrichien devant l'Allemand, alors que les deux Williams se sont toujours immobilisés là-bas au stand. Oui, Pierre. Oui, dans les stands, donc les deux Williams toujours arrêtés avec visiblement
des dégâts avec ces touchettes dans les 2 premiers virages. Chez Ferrari, on préparait le mulet, la voiture de réserve, car on était persuadé que le drapeau rouge allait être agité, puis finalement ça n'est pas le cas. Maintenant on prépare des pneumatiques, un aileron avant pour Jean Alesi, mais on n'a toujours pas de nouvelles. Oui, allez-y, il faut qu'il prenne le temps de boucler son tour de piste. Vous savez qu'ici, c'est l'un des circuits les plus longs de la saison. Je le répète, 6 km et 823 mètres, alors que dans le stadium, vous voyez que ça s'agite de plus en plus. Bien sûr, voilà pourquoi. C'est que Michael Schumacher est dans l'aspiration de Gerhard Berger. Et David Coulthard qui repart, le premier chez Williams, avec presque un tour de retard. Alors pour l'instant, David Coulthard il est 12e, alors que Damon Hill est 14e, lui, mais arrêté. Et on est toujours ici avec Berger, menacé directement par Michael Schumacher à 3/10 de seconde. Il manque pratiquement 10 à 12 voitures, le temps que le computer, l'ordinateur de Tiger fasse le point. Il manque pour l'instant 10 ou 11 voitures, peut-être 12 même, dans ce Grand Prix d'Allemagne qui, je vous le rappelle, compte 45 tours, et on vient d'en boucler déjà 2. Voici la 3e entrée dans la chicane, et puis bientôt ici dans la chicane ouest, et puis un peu plus loin là-bas on sera dans le stadium. C'est vraiment assez incroyable, Alain, que le drapeau rouge n'ait pas été agité. Oui, bon, apparemment, on ne peut pas dire qu'il y a un danger énorme, Non, mais il y a quand même des voitures qui sont encore ici dans la ligne de droite des stands. Une voiture de sécurité qui tire une autre voiture juste au bout. C'est surtout pour l'intérêt, je dirais, sportif, que c'est vraiment dommage, parce qu'on peut accepter, bien entendu, un accrochage, ça arrive très souvent. Mais là, la course est complètement décapitée. Sur le plan du risque, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, sur le plan d'intérêt sportif, c'est un peu délicat. Il Oui. ne reste plus que 15 voitures en course, c'est-à-dire qu'il y a eu 11 éliminations, ce qui est considérable, y compris un nombre important de favoris. Alors le qu'il y a Grand Prix est peut-être décapité, là, sauf Berger et Schumacher qui restent. Alors qu'il y a une voiture, un rescue car, une voiture de sécurité qui est sur la piste pour l'instant. Ça y est, Damon Hill qui démarre à son tour. Il sera le 15e classé à plus de 2 tours. Et il faut faire attention dans les premiers mètres, Alain, avec une voiture qui a touché quand même. Oui, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'il doit faire attention. Peut-être qu'il y a une suspension un peu touchée, et surtout quand on n'a pas grand-chose à gagner, il faut quand même qu'il se méfie. Alors on recule, hein. On est en train de reculer avec une voiture de sécurité. L'épave de la Minardi Ford, je crois que c'est celle de Pierluigi Martini. Et puis sous la balise des drapeaux jaunes, alors que nous avons pour l'instant ici Michael Schumacher et Gerhard Berger, la Ferrari devant la Benetton Ford, roue dans roue. Et il y a partout, attention, ça va être chaud. On aperçoit sur l'image la voiture de Jean Alesi qui est arrêtée sur le bord. Arrêtée complètement. Oui, je vous confirme chez Ferrari que Jean Alesi est arrêté tout à fait sur le circuit et qu'il y a peu de chances qu'il parvienne à ramener sa voiture. De toute façon, pour lui, la course est perdue et tous les enjeux de ce Grand Prix d'Allemagne sont évidemment réduits à néant. Alors, on les laisse rentrer dans le stadium dans quelques centaines de mètres. Schumacher, toujours dans l'aspiration de Gerhard Berger. On va aller jusqu'au freinage. Là-bas. Voilà, c'est du gâteau pour Schumacher. Il avait 4 voitures à battre, les 2 Williams Renault et les 2 Ferrari. Il n'en a plus qu'une. À l'entrée du stadium, on va y arriver jusqu'à l'entrée du stadium. Ça, c'est là où la Ferrari est en difficulté, mais quand même, sur le plan de la réaccélération, c'est mieux. La Benetton blottie dans le sillage de Ferrari autant qu'elle peut. Autant qu'elle peut, mais attention quand même à la surchauffe. Voilà l'entrée dans le stadium. Alors nous, on va à Paris, on se retrouve dans quelques instants. À Hockenheim, alors que l'on voit ici le ralenti du départ. Absolument avec Alesi qui n'est pas très bien parti, Alain. Là-bas dans le fond, 2 accrochages, l'un à gauche, l'autre à droite. Avec Frentzen à droite, Minardi à gauche sur votre écran, la Minardi de Martini. Surtout Hakkinen qui touche apparemment une Williams et qui traverse bien entendu la piste et provoque le 2e carambolage. On ne sait pas du tout à ce moment-là ce qui est advenu de Jean, mais on a plutôt l'impression que c'est un incident mécanique qui l'aurait ralenti. Johnny, vous avez une opinion? Alors, en ce qui concerne le premier, j'ai l'impression que personne n'a manqué son départ, mais ce sont les pilotes en essayant de se replacer à droite, à gauche de la trajectoire qui se sont croisés et certains d'entre eux se sont touchés. J'ai l'impression qu'il y avait 2 Césaris dans le premier carambolage. Dominique Guimond, vous voulez nous redonner, depuis Paris, vous voulez nous redonner le départ, s'il vous plaît? Allez-y, Johnny, continuez, voilà.
Alors voilà, vous voyez derrière, les pilotes essaient de changer de trajectoire. Et sur la droite, on voit sur la droite de l'écran, on a vu la Mercedes Sauber de Cesaris. Ici, c'est Hakkinen qui a été pris dans un carambolage. Touche une Williams en voulant se rabattre. On voit Jean au ralenti. On voit les ailerons arriver. On voit ici De Cesaris. Alors que là, nous revenons sur le direct à bord de la Tyrrell à moteur Yamaha de Ukyo Katayama, qui a fait un tête à queue. Katayama qui était en 3e position. La seule Tyrrell encore en course. Si on veut faire le point des abandons, ont disparu dans les différents carambolages du départ les deux Sauber, les deux Lotus, une Tyrrell, une Ferrari. Enfin, la Ferrari n'était pas dans un carambolage, c'était vraisemblablement une panne. Les deux Jordan et les deux Minardi. Ce qui fait des coupes claires. Vraiment clair. Voilà Katayama. Le ralenti. Juste devant. Le tête à queue de Katayama rend un grand service aux deux pilotes d'Eligier qui occupent maintenant, qui aurait pu dire ça, les 3e et 4e positions. Panis est 3e, Bernard est 4e et les deux Ligier précèdent la Benetton de Verstappen et la Footwork de Morbidelli. La suite du classement, c'est Fittipaldi 7e, Brundle 8e, Comas 9e, Beretta 10e, Brabham 11e, Gounon 12e, Katayama maintenant, ben oui, 13e après le tête à queue, 14e Coulthard, 15e Hill, Pierre Van Vliet, vous êtes dans le stand Ferrari. Oui, absolument, avec des nouvelles de Jean Alesi. Effectivement, ce n'est pas le carambolage, ou plutôt la série de collisions au départ qui est liée à l'abandon de Jean Alesi, mais bien un incident mécanique tout à fait séparé. Malheureusement, chez Ferrari, on ne sait pas encore exactement de quoi il retourne. Nous attendons évidemment le retour de Jean pour avoir davantage de détails. Eh bien, nous revenons au direct avec cette empoignade absolument fastueuse entre Gerhard Berger et Michael Schumacher. Alain, ils peuvent jouer comme ça longtemps au chat et à la souris. En tout cas, dans les lignes droites, la Ferrari donne tout ce qu'elle peut. Ouais. Et dès que c'est un peu pointu en virage, Schumacher, et au freinage aussi, Schumacher revient. Oui, surtout au freinage. C'est sûr qu'il est blotti dans l'aileron de la Ferrari, donc il va plus vite derrière la Ferrari que ce qu'il pourrait faire tout seul. Il aura de toute façon un peu de mal à dépasser, mais pour lui, il y a deux choses. Hein. C'est d'abord la course, parce qu'il est ici chez lui en Allemagne, il a de toute façon le désir de gagner, de vaincre devant son public, et aussi le championnat. Il pourrait rester 2e derrière Berger et assurer 6 points en championnat. C'est bien entendu peut-être aussi ce qu'il va faire d'une certaine manière, étant donné que Hill a eu un accrochage et des problèmes, il est très retardé. Mais je crois que Michael aujourd'hui va essayer de gagner. Mais il observe. Vous avez vu que de temps en temps, il se met un petit peu de côté pour refroidir. Vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas rester trop longtemps blotti derrière la voiture. Mais dès qu'il aura l'opportunité, peut-être ici d'ailleurs, il le fera. C'est sûr qu'il freine un peu mieux que la Ferrari, mais il n'a pas non plus certainement envie de prendre des risques. Voilà. Il sait que ça c'est très limite, parce que voilà, ça envoie très loin. Très juste. Hein. Oui, c'est très juste. Et c'est vrai que Berger, dans la position où il est, va pas lui faire de cadeau. Il est aussi un pilote très dur à dépasser. Et il sait aussi que dans la position de Schumacher, il devrait normalement pas prendre trop de risques pour le championnat, mais ça risque d'être chaud. Mais à ce petit jeu-là, on pourrait peut-être voir une Ligier gagner aujourd'hui. Hein. Super. Et ça, ce serait quand même assez exceptionnel. Mais j'espère qu'on verra quand même une lutte pendant très longtemps. Une Ligier gagnée, à moins que les Williams-Renault effectuent une remontée. Actuellement, le plus rapide en piste est Demoni. Il est 15e et dernier, mais il tourne. Il vient de fixer le meilleur tour de la course en 1 minute 46,5. Ce qui constitue 2 secondes et demie, un tour 2 secondes et demie plus rapide que la cadence actuelle des deux leaders. Ça prouve certainement, Johnny, que la Ferrari n'est pas encore aussi performante en course qu'elle l'est aux essais. On l'a vu notamment il y a 15 jours à Silverstone en Angleterre. Et là, je pense que Schumacher tout seul pourrait tourner relativement proche des temps de Damon Hill. Mais là, derrière la Ferrari, il est contraint à suivre, il ne peut pas dépasser. Mais c'est vraiment dommage pour la course, pour le championnat, que Damon a eu ce problème au départ, parce que je crois qu'aujourd'hui, il aurait été un concurrent redoutable pour Schumacher. Ah, il va peut-être faire la remontée du siècle. En tout cas, on parlait d'astuce. Il a un tour, mais en réalité, je crois que c'est plus d'un tour. Hein. C'est un tour bien sûr. Et un tour ici, c'est très long. Bien sûr, surtout quand on est seul comme ça, qu'on roule dans sa poche, alors que Berger multiplie les petites excursions sur les vibreurs. En tous les cas, sur le plan de la stratégie, il y a 156 Grands Prix pour Berger aujourd'hui, et il y en a exactement 47 pour
Schumacher. Il y a donc de l'expérience en moins du côté du jeune Allemand. Et Gerhard, on le connaît, il peut déployer toutes les ficelles. On a vu, je crois que c'était son manager, Willy Weber, à Michael Schumacher, qui regardait ça sur un moniteur au plus près. Alors Schumacher pourrait certainement attendre tranquillement que la Ferrari observe son premier ravitaillement, etc. Mais nous sommes devant le public allemand. Michael Schumacher est devant son public et certainement qu'il tient à étaler devant ce public enthousiaste tout le panache dont il sait faire preuve depuis qu'il court en Formule 1. Oui, Pierre. Oui, confirmation de l'abandon de Jean Alesi avec un moteur cassé. Donc ce fameux pari du nouveau moteur 043 en ce qui concerne Jean Alesi. Et bien malheureusement, il a tourné court. Alors que chez Benetton, en ce qui concerne Schumacher, on s'inquiète un petit peu des températures quand il est juste blotti dans le sillage de la Ferrari de Berger. Ce qui explique peut-être que vous le voyez faire un petit peu l'accordéon à l'écran. Classique, Pierre, ce style de problème. En tout cas, quelque chose de facile, un petit jeu top position et n'oubliez pas pour jouer 36-15 code TF1. Et on revient à la course en tête avec toujours 5 dixièmes d'écart entre la Ferrari et la Benetton Ford. En tout cas, je sais que vraiment c'est triste que Jean Alesi ait abandonné si rapidement sans avoir pu défendre ses chances. Je pense qu'il était prêt en compagnon loyal à défendre le leader devant, tiens le voici Jean, qui était Gerhard Berger. Mais c'est vrai aussi que c'est émouvant de voir ce vieux briscard de Berger devant avec naturellement la Ferrari du côté là-bas de l'Italie, chez nos amis transalpins. Ça doit vibrer. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une Ferrari devant et c'est là pour l'instant 10 tours en tête qu'est en train de couvrir Gerhard Berger. 10 tours de ce circuit qui est long, ça fait 68 km. Il n'y a plus que 14 voitures en piste actuellement. Katayama qui après avoir effectué un tête à queue s'est rangé devant son stand, a livré sa Tyrrell aux mains de ses mécaniciens. Il n'a pas encore abandonné, on travaille sur la Tyrrell du japonais. S'il reprend la piste, cela fera 15 voitures sur les 26 qui étaient au départ. La course est pratiquement privée de 50% de ses partants. Elle l'a été d'entrée. De ses effectifs. C'est dommage pour que Katayama il pouvait faire la course de sa vie avec un podium. Mais bon, ça sera pour plus tard. En attendant, le podium, c'est un Lascar comme Olivier Panis qui pourrait y accéder. Parce que les Ligiers, on les a vus souvent loin, mais elles sont toujours là en fiabilité. Sauf un Grand Prix, je crois, qui était le Grand Prix de France d'ailleurs, tout simplement. Très fiable. Elles ont toujours été là. Et actuellement même, on peut dire qu'elles mènent un rythme qui n'a rien à envier, pas grand chose à envier au rythme des leaders, puisque en 10 tours, Panis a concédé 16 secondes 4, c'est moins que ce qu'il concède d'habitude sur ce circuit d'Hockenheim. Peut-être grâce à leur moteur Renault, les Ligiers sont presque dans le rythme, ce qu'on n'avait pas encore vu cette saison. Alors Alain, on voit Jean Alesi donner des conseils, parler de façon véhémente mais gentille. De toute façon, aux ingénieurs et à Jean Todt, il peut donner quelques tuyaux sur la course pour Berger. Voilà, non, il a fait un demi-tour et puis en plus ce matin, oui, trop juste. Ce matin, il a eu quelques petits problèmes. Gerhard a été vraiment assez performant pendant tout le week-end. Ils ont chacun connu des fortunes un peu diverses. Personnellement, je pense encore une fois que la Benetton, comme je disais tout à l'heure, est encore intrinsèquement beaucoup plus rapide qu'une Ferrari pendant la course. Donc ce sera dur pour Berger. Mais il va vendre sa peau très chèrement. Maintenant, tous les réglages sont faits. Sur le plan du cockpit, il n'y a plus grand chose à toucher comme on pouvait le faire dans le passé au niveau de la hauteur de caisse, au niveau de l'antipatinage. Maintenant, bon, on peut, comme c'était dans le passé, activer la répartition de freinage, des choses comme ça. Mais c'est tout. Donc là, c'est l'attaque, en tout cas pour lui. À moins qu'il fasse une course, je dirais, un peu plus prudente en ménageant un petit peu ses pneus. Ce que dont je ne pense pas vraiment. Je crois que c'est... Quand on conduit une Ferrari, surtout en ce moment, on va toujours à 100%, comme le fait Jean. Et c'est une course vraiment qui est très très importante pour Ferrari, car s'ils arrivaient à gagner ici la moitié championnat, c'est ce que je dis souvent, Ferrari est une équipe très très vulnérable. Et s'ils gagnaient à mi-championnat, ils pourraient se stabiliser sur le plan de la confiance par rapport aux résultats. Et ça leur permettrait de faire une deuxième partie de saison
beaucoup plus sereine et surtout de préparer l'avenir aussi plus sereinement. Alors que s'il y a encore un abandon et casse moteur, on ne sait jamais, on remet toujours tout en question. Alors il est vrai que le contrat qui a été fixé par Luca Montezemolo, le président de Ferrari Automobilis, c'est-à-dire les voitures de production et en même temps la Formule 1, le contrat qui a été fixé à Jean Todt, c'est de gagner au moins un Grand Prix. Et c'est vrai que les hommes de Fiorano seraient absolument libérés. Pour venir à votre rescousse, Alain, le meilleur tour de Damon Hill en 1.46.3, alors que devant, Berger et Schumacher tournent en 1.47.9, pratiquement côte à côte. Jean-Louis, oui, Jean Alesi est revenu au stand. Il est là entre Jean Todt et Niki Lauda sur le muret de la Scuderia Ferrari, et il suit évidemment avec passion cette course en tête de son équipier Gerhard Berger. Deux, trois petites informations depuis les stands. On sait que Damon Hill est revenu et il a perdu pas mal de temps. Il avait un problème de suspension avant suite à une collision et aussi une crevaison. Il a donc dû rentrer assez lentement à son stand pour changer de pneus. Son équipier David Coulthard, c'était le museau de la Williams qui était touché, et pour cause, puisque Coulthard est celui qui a accroché Häkkinen et sa McLaren. Häkkinen qui n'est pas très content. Oui, absolument. Et chez Benetton, on est prêt à accueillir Michael Schumacher, ce qui signifierait qu'il y aurait peut-être 2 arrêts dans le chef de Benetton aujourd'hui pour les ravitaillements et les changements de pneumatiques. C'est aussi une manière d'anticiper le mouvement et d'aller plus vite, puisque c'est impossible de dépasser Gerhard Berger sur la piste à la régulière. Eh bien Benetton, ils vont essayer de le faire dans les stands. 9 secondes et 85 centièmes pour nos téléspectateurs amateurs de statistiques. C'est pas mal, mais c'est moyen. En tout cas, on ne prend aucun risque. Alors justement, Alain, la tactique ici, 1 ou 2 arrêts à votre avis? J'ai discuté avec Patrick Head ce matin. Il semblait partir pour un arrêt. C'est difficile de juger, bien entendu, de l'extérieur. Je ne sais pas ce qu'avait prévu Benetton. En tout cas, le fait de s'arrêter, de prévoir peut-être un arrêt supplémentaire, si vraiment Schumacher a vu que c'était très difficile de passer Gerhard, et si surtout il a jugé qu'il pouvait tout seul, c'est-à-dire pas gêné sur la piste, aller beaucoup plus vite, eh bien ça vaut le coup, même sans rajouter trop d'essence, de changer de pneus. On va voir le rythme qu'il va adopter. Personnellement, je pense, et surtout d'ailleurs en pneus un peu plus neufs, que quand il va être tout seul, il va tourner plus proche des temps de Damon Hill, c'est-à-dire aux alentours de 46-46.5, plutôt que ceux de Berger qui tournent, on le voit là maintenant, 47.5. Comme on le voit sur ces images, Schumacher a repris la piste derrière le petit groupe constitué par Panis, Bernard et Verstappen, c'est-à-dire 2 Ligier et l'autre Benetton. Actuellement, 3, 4 et 5. Voilà, donc actuellement Schumacher est 5e, Panis est en 2e et Bernard 3e sur les Ligiers. Quelque chose d'absolument incroyable. Et oui, mais sur le plan de la stratégie, c'est peut-être pas la meilleure solution sur le plan performance, mais en tout cas c'est la plus sûre, dans la mesure où il aurait été obligé de rester blotti derrière l'aileron de Berger, et quand même par cette chaleur, pour les moteurs et pour les freins, c'est pas très bon d'augmenter comme ça la température. Ce qui me fait sourire dans tout cela, c'est que ce sont les 4 voitures de Flavio Briatore qui sont ensemble en ce moment. Ah oui, alors on va voir si la différence de tenue de route entre une Benetton et une Ligier permet à Schumacher de se défaire facilement d'une voiture française. Là il le prouve au détriment d'Éric Bernard, mais les Ligier étaient tellement rapides en ligne droite aux essais que je me posais la question pour cette raison-là. Oui, c'est vrai, mais bon, la Ligier n'est pas encore au niveau de la Benetton sur le plan châssis, sur le plan aérodynamique. Et même s'ils vont très vite en ligne droite, c'est une vitesse qu'ils obtiennent parce que le moteur d'abord est beaucoup plus puissant. Ils ont aussi quelques problèmes et les pilotes se sentent mieux avec un peu moins d'appui aérodynamique, donc des ailerons moins braqués, mais c'est une vitesse qu'ils obtiennent vraiment tout en fin de ligne droite. Et on l'a vu, la sortie du stadium, au freinage, la Benetton est encore beaucoup plus efficace. Alors on revient sur le classement. Berger est donc en tête maintenant avec 21 secondes d'avance sur Olivier Panis, et puis Schumacher, lui, il est vraiment très peu loin de Panis, il est à environ 4 secondes à peu près. Alors un petit mot pour signaler que si on a vu une McLaren Peugeot éliminer dans le premier virage violemment celle de Mika Häkkinen, on a vu une seconde McLaren, celle de Brundle, en tête à queue, mais Brundle est reparti. Il a effectué une remontée. Actuellement, il était 6e. Il vient de s'arrêter à son stand juste après Schumacher pour changer de pneu et pour faire son premier plein.
mais après avoir été pointé tout en queue de peloton à la suite du tête à queue qu'il a effectué à la sortie du premier virage, Brundle était remonté en 6e position, donc il va certainement participer à la course pour gagner des points aujourd'hui. Alors Alain, je vous parlais de stratégie tout à l'heure, il y en avait deux possibles éventuellement, une stratégie d'attaque qui était d'observer par exemple 2 arrêts, une stratégie, appelons-la de défense ou d'endurance qui consistait à ne faire qu'un seul arrêt. Oui, en principe, d'ailleurs on l'a vu depuis le début de la saison, à part peut-être une fois, normalement celui qui fait moins d'arrêts est quand même bénéficiaire. Oui. Mais là, il fait très très chaud, Michael a attaqué beaucoup et puis on l'a dit, pour dépasser la Ferrari, peut-être que ce sera certainement plus facile avec les arrêts au stand, à moins qu'ils aient vraiment prévu de toute façon de faire 2 arrêts, ce qui me paraît quand même un peu bizarre. Je crois qu'ils avaient prévu surtout un. Voilà, c'est Morbidelli qui vient d'entrer à son stand, alors que on regarde de nouveau Michael Schumacher. Chez Benetton, Jean-Louis, chez Benetton, oui. ce serait plutôt 2 arrêts, même pour Jos Verstappen sur la seconde voiture, qui va s'arrêter à son tour dans quelques instants. Alors Berger en tête devant maintenant Michael Schumacher à 22 secondes et 9 dixièmes. Il attaque, hein, Schumacher. Donc on va voir les temps se stabiliser d'ici un tour ou deux, quand les 2 pilotes sont tout seuls, c'est-à-dire pas gênés par des retardataires. Déjà en un tour, Schumacher était 6 dixièmes plus vite que Berger, ce qui n'est pas énorme. J'ai l'impression qu'il doit pouvoir aller beaucoup plus vite, car il a doublé le tour précédent, il a doublé Eric Bernard dans le stadium. Le meilleur tour pour l'instant, c'est David Coulthard qui a 1,46 et 211 millièmes, ce qui nous donne une moyenne de 231 km/h, ce qui est quand même assez colossal. Même si Hockenheim n'est pas le circuit le plus rapide, je rappelle que c'est Monza. Hockenheim, ce circuit se maintient en 2e position dans ce classement terrifique, comme disent les Anglais. Alors on a signalé la présence des 2 Ligier en 3e et 4e position. Il faut aussi insister sur la présence des 2 Larousse, les 2 autres voitures françaises, les 2 autres Formule 1 françaises. Les 2 Larousse sont toujours dans la course. Eric Comas est 8e et Olivier Beretta est 9e. Elles roulent toutes les 2, elles ne sont pas ensemble, 6 secondes les séparent, mais elles précèdent actuellement Brundle à la suite de son arrêt. Voici l'arrêt d'une Benetton Verstappen qui vient changer de pneu à son tour. Le voilà Verstappen qui s'arrête. Très calme chez Benetton. Oh là, il y a un problème avec de l'essence. La voiture prend feu, c'est terrible. Ah oui, mon Dieu, j'espère qu'il va pouvoir sortir Verstappen. Les extincteurs entrent. Oh là là, Verstappen est là. Il bouge, il sort de sa voiture. Tout de suite. Plus de peur que de mal, Verstappen n'a rien. Son casque est brûlé, bien sûr. Oh mon Dieu. Mais c'est bon. Mon Dieu. On revient de loin. On revient de très très loin. Le voilà, Verstappen. Ce qu'on avait prévu, ce qui n'était pas arrivé, eh bien cela vient d'arriver. Tout de suite, on retire le casque du jeune Hollandais qui décidément n'a pas de chance. Non, il y a quelqu'un à coucher surtout, il y a quelqu'un à terre. Mais on ne voit absolument plus rien ici avec la fumée des extincteurs. Écoutez, vu de notre côté, alors que les caméras s'approchent délicatement, non c'est bon. Simplement, vous voyez que l'accouplage, je crois, de l'essence ne s'est pas bien fait et que malheureusement, bien, la moindre goutte sur quelque chose qui est brûlant et c'est l'explosion. Je crois peut-être que, comme on sait déjà que les Grands Prix manquent passablement d'intérêt à cause des ravitaillements puisqu'on ne voit plus de dépassement sur la piste, ceci peut-être pourrait alerter le pouvoir sportif international. Un mécanicien qui vient de toucher par le Oui, il y a quelques mécaniciens de Benetton qui ont souffert. Qui est à côté. Quelques mécaniciens de Benetton qui ont souffert de petites brûlures. On a surtout eu très peur. Voilà, on revoit l'image. Ah, oui. Oui, grosse explosion et là, naturellement, ils s'écartent tous et ça part de sous le capot moteur, les points chauds de la voiture, naturellement. Ça fait vraiment extrêmement peur. Donc je pense qu'il faut quand même sérieusement réfléchir parce qu'ici les stands sont grands. À Hockenheim, vous vous souvenez qu'ils ont été refaits et que par conséquent, donc on a toute la place qu'il faut. Il faut quand même peut-être revoir cela de plus près pour l'année prochaine. Il s'est passé quelque chose que l'on n'attendait pas. On croyait que tout avait été prévu pour ça, puisque lorsque le mécanicien qui était chargé d'effectuer le ravitaillement a approché le bec du tuyau de ravitaillement de la voiture, ce bec était ouvert pour une raison qui est difficile à comprendre. Il n'était pas enfoncé, l'essence a giclé de part et d'autre. Apparemment, tout avait été conçu dans le système de ravitaillement pour que cela ne se produise pas.
Oui, mais c'est exactement ce qu'on disait en début d'année. Il y a la technique, la technologie, et on sait que par rapport au ravitaillement et au système que l'on avait en 83, c'est-à-dire plus de 10 ans auparavant, eh bien, cette technologie s'est améliorée d'une manière considérable, mais par contre, il y a toujours manipulation humaine. Et c'est là où l'erreur peut se produire, enfin une erreur entre guillemets. Même si ce n'est pas un problème technique, il y a toujours possibilité d'erreur humaine. Et c'est là où le risque court de toute façon toujours. J'espère simplement personnellement que les mécaniciens ne voudront plus eux aussi prendre de risques et arrêter ces ravitaillements qui de toute façon on sait n'ont pratiquement pas de valeur aujourd'hui. Pierre Van Vliet, vous êtes avec Jean-Luc Villemont. Je voudrais que Jean-Luc Villemont nous montre exactement l'endroit où l'incendie a explosé et la position des deux citernes de l'écurie Benetton-Ford. Elles sont quoi, à 1,50 m, là où le feu a démarré. Exactement, vous voyez les petites marques au sol, là où le mécanicien est en train de balayer. Et les cuves devant, c'est voilà, vraiment très proche. Est à 1,50 m seulement. Alors effectivement, il y a eu un problème. L'essence a giclé. Visiblement, c'est un des bouchons de réservoir qui, pour une raison inconnue, ne s'est pas débloqué, ne s'est pas ouvert. Et l'essence, au lieu d'être ingurgitée dans le réservoir de la voiture, elle est partie tout autour. Oui, absolument. Alors que vous allez devoir, Pierre, vous rendre du côté de Williams-Renault où Coulthard est arrêté. Et il y a un mécanicien qui est évacué sur une civière avec une brûlure. Mais heureusement, pas trop grave, semble-t-il. Beaucoup de mécaniciens aussi qui ont eu de l'essence dans les yeux, semble-t-il. Mais a priori, plus de peur que de mal. Eh bien, voilà, les images de Coulthard. Je crois que c'est l'abandon. Ah non, on remet le volant. C'était peut-être un problème de connexion de la sélection semi-automatique, alors que Schumacher, revenant un petit peu sur la piste, eh bien, vient d'allumer copieusement ses roues au freinage. Schumacher qui est à 20 secondes de Gerhard Berger. Nous sommes dans le 18e tour de ce Grand Prix d'Allemagne qui en comporte 45. Nous sommes encore pas tout à fait proche de la mi-course, mais c'est pas loin. Berger avec 20 secondes d'avance devant Schumacher. Et puis c'est toujours notre Olivier Panis qui est en 3e position à 28 secondes du leader. Eh bien, on va à Paris et on se retrouve dans le 19e des 45 tours du Grand Prix d'Allemagne avec toujours Gerhard Berger en tête devant Michael Schumacher à 20 secondes. Et la surprise, Alain, eh bien, c'est que Michael reste à sa place, quoi. Il n'y a pas de signe de grande évolution. Il est toujours dans le même rythme, mais pas mieux, pas beaucoup mieux. Pas beaucoup mieux, il est deuxième, bien entendu, donc c'est déjà exceptionnel en ce qui concerne notamment la course, mais surtout le championnat du monde. Mais il est plus vite que Berger, une demi-seconde à peu près en moyenne, mais on pensait qu'en ayant des pneus un peu plus frais, il pourrait être encore plus vite que ça. Et on peut se poser la question de savoir entre un arrêt et 2 arrêts ce qui serait le mieux, puisqu'on peut être pratiquement sûr maintenant que... Voilà, gros ennui de moteur pour Schumacher. Alors que j'allais vous dire, écoutez Alain, on va le savoir bientôt, puisque Ferrari est en train de se préparer au changement de pneus. Pierre Van Vliet, j'espère que vous voyez là-bas au grain, parce que Berger normalement doit rentrer. Oui, une 48,9 pour Schumacher, c'est-à-dire une seconde pleine plus lent. C'est fini là. Il est passé devant nous avec le moteur émettant un bruit de batteuse. Alors ça par contre, ça ce serait pas impossible que ça vienne du fait qu'il était blotti dans un peu trop chaud. Le sillage, un peu de température et puis peut-être un régime très élevé pour le moteur, encore plus élevé pendant plusieurs tours consécutifs. Alors qu'il est au ralenti, Michael, oui, il se tape sur le casque, il fait signe qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il abandonne. Panis le passe. Et qu'il abandonne, et que Panis le passe. Alors attention, ça va tout de même se jouer, c'est dommage pour Michael, mais pour nous ça va se jouer dans les stands. Pierre Van Vliet, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Oui, Ferrari va ravitailler, et puis juste crois derrière, les gens de Ligier sont prêts, et les gens de Ligier, figurez-vous que ça les met en 2e et 3e position. Ce qui disait, c'est Alain qui disait tout à l'heure, on va peut-être voir une Ligier gagner. Ah oui, ça serait... Mais là, c'est pas du tout impossible, parce que bon, il reste à prouver la fiabilité de la Ferrari. Coulthard rentre au ralenti, et ça continue dans l'hécatombe de ce Grand Prix. Berger qui s'arrête. Attention Pierre, nous allons prendre le top pour Berger, dont on sait que, eh bien, il est tranquille. Maintenant, il peut ravitailler en toute quiétude. Et Ferrari, on le sait, surtout Jean Todt le sait, il a certainement prévenu tous ses hommes. Il est là, Berger. Le moteur est en régime. Tout se passe bien, semble-t-il, mais ça dure longtemps quand même. Oui, mais il veut prendre du temps. Pas d'urgence. Voilà. On désaccouple proprement.
secondes. Oui, oui, il a mis du temps. On peut dire que ça ne restera pas dans les annales de Ferrari, en tout cas des ravitaillements, mais si par hasard Berger est vainqueur, eh bien cela restera dans les annales. Et nous avons Panis qui vient de passer juste derrière, alors que Schumacher rentre à son stand. Avec un bruit de son moteur, un bruit de batteuse. Le moteur ça c'est échappement bien endommagé. À moins qu'il s'agisse simplement d'un fil de bougie qui tourne sur... Non, il coupe le contact. Je pense que c'est un bruit vraiment... Eh bien, Alain, vous parliez tout à l'heure de la suite du championnat du monde avec c'était dommage pour Damon Hill qui n'était plus en course. En tout cas, il est 12e. Mais vous voyez que du côté de Schumacher... Il est 12e, mais on ne sait pas exactement encore. On sait qu'il est à un tour, en tout cas, de Berger. Mais on ne sait pas exactement s'il est très très loin justement des places d'honneur pour les points et s'il pouvait appuyer 6 points, 4 points, alors pas encore complètement perdu. Alors que dans le stadium, eh bien, on peut le constater, c'est la stupéfaction générale. C'est le silence. Je regarde les 100 000 spectateurs qui sont pétrifiés. Il y a certes quelques petits drapeaux autrichiens à Gerhard Berger, mais pour le reste, qu'est-ce que drapeau Ferrari? Pour le reste, je pense que les embouteillages à la sortie du circuit vont commencer dans quelques minutes. Ici dans les stands, Jean-Louis, eh bien c'était évidemment un peu la panique, vous l'imaginez, après l'incendie de la voiture de Verstappen. C'est pour ça que nous n'avons pas pu intervenir. On a eu le garage qui a été fermé chez Ferrari au moment du pit stop de Gerhard Berger. Michael Schumacher vient de rentrer, vous le savez, et je vous confirme la raison de son abandon. Le premier abandon à la régulière de la Benetton Ford de Schumacher cette saison, eh bien c'est une surchauffe du moteur Ford ZTEC R. Je vous en parlais en début de course alors que les ingénieurs étaient un petit peu inquiets en suivant les écrans de télémétrie et les températures du moteur. Et bien voilà, ça s'est confirmé. Et bien voilà, à trop se tenir dans l'aspiration de Berger, le ZTEC a souffert. Alors, nous sommes dans le 22e tour maintenant de ce Grand Prix d'Allemagne qui en comporte 45. On est juste proche de la mi-course. Le classement c'est 1. Gerhard Berger, qu'est-ce qu'il y a, Johnny? Et la voiture qu'on aperçoit derrière Berger, c'est Panis. Olivier Panis à 2 secondes, 7 dixièmes, c'est proprement formidable. Olivier Panis qui va s'arrêter au prochain tour chez Ligier. On est prêt à intervenir pour le ravitaillement, changement de pneumatique sur la Ligier d'Olivier. 3e, Eric Bernard. 4e, Christian Fittipaldi. 5e, Eric Comas. 6e, Michael Schumacher. Ben oui, mais il n'est plus là, ça c'est normal, c'est le pourcentage. 6e, donc Gianni Morbidelli. 7e, Olivier Beretta. 8e, David Brabham. 9e, Jean-Marc Gounon. 10e, Damon Hill. 11e, Martin Brundle. Et 11e, et peut-être n'est-il même plus là, puisqu'il aurait dû passer depuis déjà 2 minutes. Martin Brundle, il était 6e. Je crois même qu'il était grimpé en 5e position. Et Brundle ne passe plus sur la 2e. Et derrière, McLaren Peugeot encore en course après l'élimination accidentelle d'Hakkinen peu après le départ. Brundle, à son tour, a disparu. Alors, oui. On voit les gens qui repartent dans les tribunes déjà. Et oui, ça c'est, vous savez, ils étaient venus ici pour voir gagner leur idole, Michael Schumacher, l'homme en tête malgré tout et qui le demeure de ce championnat du monde 1994. On attend l'arrivée d'Olivier Panis. Nous allons nous faire un plaisir et un honneur de chronométrer. Tiens, voilà Martin Brundle en train d'être reculé par une voiture de sécurité. Olivier Panis dans les stands. Nous allons faire donc, je disais, le plaisir et l'honneur de chronométrer son arrêt. Ce n'est pas si souvent que c'est arrivé. Oui, nous sommes là pour l'accueillir, Jean-Louis. Olivier Panis qui arrive très doucement. Il fait bien attention de ne pas bloquer ses roues. Pas de problème pour l'embout du tuyau d'essence. Changement des 4 pneumatiques opérés. Le plein, attention, et c'est parti. 9 secondes et 8 dixièmes. Merci Pierre pour cette description détaillée. 9 secondes et 8 dixièmes pour Olivier Panis qui du coup repasse en 3e position, mais au profit de qui? Eh bien de Eric Bernard, lui-même en 2e position. Voilà les deux hommes. Nous on va à Paris et on se retrouve tout de suite après ça. Incroyable.
il y avait probablement quelque chose qui n'était pas calé. Eh bien c'était un jeu top position que nous devions faire, mais oui, mais tant pis pour chronométrer l'arrêt de Panis et quadrille général ici dans la cabine de commentaires. Alors top position, mais on le sait déjà. Eh bien, alors, ici on voit depuis la voiture de Damon Hill, on voit Panis en action, en 3e position sur la Ligier Renault. Damon Hill a, si mes comptes sont justes, un tour de retard sur la Ligier, c'est-à-dire que s'il la dépasse, il va certainement la dépasser puisque Damon Hill tourne environ en 1,47 alors que Panis tourne en 1,49. Damon Hill aura encore tout un tour à rattraper pour se hisser au niveau de la voiture bleue. Oui, il devra compter quand même sur des problèmes, sur des abandons pour marquer des points très très intéressants pour le championnat du monde, mais sait-on jamais, il faut toujours espérer, et même un point, ça peut compter à la fin du championnat. et bien sûr, c'est l'évidence. 1 Berger, 2 Bernard, 3 Panis toujours à 8 secondes. Voilà Le Bernard. 4e Autour de Bernard de s'arrêter. Attention, au top pour Bernard. Là, ce qu'on attend, c'était une Williams Renault. Éric Voilà, de Bernard nouveau dans les Éric stands. Bernard, oui. Éric Bernard, 2e Ligier. Là aussi, ça se passe bien, pas de problème. Et Là, ça c'est bon, repart. Eh bien, ça les met absolument à équivalence. Et Damon Hill Damon s'arrête Hill, à son tour. top pour lui. Deuxième Un peu en arrêt. retard. Deuxième arrêt, tout à l'heure c'est David Coulthard qui avait déjà opéré son deuxième arrêt. Vous entendez derrière moi les applaudissements. Eh bien, c'est pour les mécaniciens de l'équipe Ligier Renault pour ces 2 pit stops rondement menés. On va dire Damon Hill, un arrêt de 12 secondes. Ce n'était pas si rapide que cela, mais Damon Hill, il a un peu le temps. Il est tout de même en 10e position. 10e et quand même dernier classé derrière Gounon et Brabham. Alors qu'on revoit ici au ralenti l'homme de tête. Il souvire l'homme de tête. Souvire vraiment. Un défaut dont Jean Alési se plaint d'ailleurs sur la Ferrari. Il dit j'ai beau modifier mes réglages, j'ai essayé de faire tout ce que je peux et il y a toujours un petit sous-virage qui, dans le cas particulier d'Alési, le gêne puisque lui c'est un pilote qui vient avoir la voiture en équilibre sur les roues arrière et là avec une voiture qui plairait à Alain Prost. Exactement, oui, on en a parlé beaucoup avec Jean et j'essaye quand même non pas de lui donner des conseils, mais d'expliquer un peu ce qu'il pourrait éventuellement faire, parce que c'est évident que ce type de voiture correspond un petit peu mieux au style de Gerhard Berger. Il l'a prouvé encore une fois pendant les essais, mais Jean devra s'adapter un petit peu, notamment au niveau des réglages, mais même au niveau style de conduite, mais je me fais pas trop de soucis. J'ai l'impression que ça devrait aller très bien et très vite. Pierre Van Vliet, vous êtes avec Andrea De Cesaris. Andrea De Cesaris qui est évidemment au milieu du peloton. Andrea, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Il y a eu des collisions partout. Oui, moi je ne sais pas bien qu'est-ce qui s'est passé parce que j'étais pris par l'arrière et une voiture m'est montée dessous. Je ne sais pas quelle voiture et je me suis retrouvé dehors de la piste. Et devant vous, vous avez vu d'autres collisions également, d'autres accrochages? Je n'ai pas eu le temps de le voir, non. Merci Andrea. Voilà un Alors, témoignage parmi d'autres de ces nombreuses collisions. Ici sur les Larousse à moteur Ford avec une petite différence. 6e Eric. Un peu ce qu'il pourrait éventuellement faire, parce que c'est évident que ce type de voiture correspond un petit peu mieux au style de Gerhard Berger. Il l'a prouvé encore une fois pendant les essais, mais Jean devra s'adapter un petit peu, notamment au niveau des réglages, mais même au niveau style de conduite, mais je me fais pas trop de soucis. J'ai l'impression que ça devrait aller très bien et très vite. Pierre Van Vliet, vous êtes avec Andrea De Cesaris. Andrea De Cesaris qui est évidemment au milieu du peloton. Andrea, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Il y a eu des collisions partout. Oui, moi je ne sais pas bien qu'est-ce qui s'est passé parce que j'étais pris par l'arrière et une voiture m'est montée dessous. Je ne sais pas quelle voiture et je me suis retrouvé dehors de la piste. Et devant vous, vous avez vu d'autres collisions également, d'autres accrochages? Je n'ai pas eu le temps de le voir, non. Merci Andrea. Voilà un Alors, témoignage parmi d'autres que de nous ces sommes nombreuses collisions. Ici sur les Larousse à moteur Ford avec une petite différence. 6e Eric Omas, vous l'avez vu. 7e Olivier Beretta, c'est celui que nous suivons maintenant. Alors que, qu'est-ce qui est passé en courant? C'est un pilote qui avait abandonné certainement. C'est probablement Martin Brundle. On en a vu passer, a abandonné le poste de sa McLaren, mais on sait qu'il est en panne. Alors, on va en profiter tout de suite pour faire un petit jeu. Top position, rappelez-vous pour jouer 36-15 code TF1.
Et de retour sur la piste, toujours sur la Ferrari de Berger, une voiture qui a été passablement modifiée, y compris pour ce Grand Prix d'Allemagne. De ce qu'elle a été fortement modifiée, puisque de 412 T1 elle est devenue 412 T1B, c'est-à-dire que c'est l'ingénieur autrichien, je crois, Gustav Brunner, qui a passablement travaillé sur cette voiture. Vous l'avez vu au Grand Prix de France, on l'avait largement présenté dans Automoto. Et bien ici, cette 412 T1 version B a une nouvelle suspension, de même qu'un nouvel extracteur, et surtout, vous savez qu'elle utilise ce célèbre moteur 0,43, Johnny. Ici en action les deux Arrows ou Footwork, ça dépend comment on va les appeler. Fittipaldi avec le casque jaune, Morbidelli l'italien avec le casque bleu et blanc. Elles occupent les 4e et 5e places. Elles ne sont pour l'instant pas menaçantes pour les Ligier, puisqu'elles comptent 19 secondes de retard sur Panis et 11 secondes de retard sur Bernard, les deux Arrows. Et ce sont des voitures qui, comme les Larousse qui les suivent d'ailleurs, sont animées par des moteurs Ford qui aujourd'hui ça ne semble pas être le jour, mais les écuries privées défendent la renommée de Ford. Voici donc des voitures en 4e, 5e, 6e et 7e position, même 8e et 9e, puisque les deux Simtech ont des Ford aussi. C'est vraiment une journée fantastique pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être dans les points. On a parlé des Ligier 2e et 3e. Il y a Comas qui est 6e avec la Larousse, 7e Beretta avec la Larousse. Donc on peut penser que en tout cas les deux écuries françaises aujourd'hui vont marquer des points, peut-être même des très très beaux. Et c'est très très important dans l'optique, vous savez, du classement de la FOCA. Oui. Pour l'année suivante, pour bénéficier quand même d'une somme d'argent importante, d'être dans les 10 meilleures équipes, ça vous assure en tout cas une somme importante en fonction le transport, notamment le transport des voitures et des équipes sur les Grands Prix, qui coûte quand même pas mal d'argent. La Rousse en a vraiment besoin, et par contre une 2e et une 3e place de Ligier, car on n'ose pas vraiment espérer une victoire, mais c'est quand même dans le domaine vraiment du possible. Je disais au sujet du reportage, la fiabilité du nouveau moteur Ferrari n'a pas encore été éprouvé. Ils n'ont jamais fait un essai d'endurance complet. Et donc on peut penser, bien entendu, avec moins d'adversaires juste derrière lui, Gerhard Berger va certainement ralentir un peu. Donc dans ce cas-là, on prend un peu moins de régime, on tire un peu moins sur les rapports, on essaye même de lever un peu le pied en bout de ligne droite pour pas aller trop au niveau du régime moteur. Mais bon, ce sont quand même des moteurs qui tournent à plus de 15 000 tours minute et qui sont de toute façon soumis, bien entendu, à rude épreuve tout le temps. Pour appuyer ce que vous dites, Alain, la cadence de Berger maintenant, elle est de 1,49,9 au tour, c'est-à-dire près du 1050, ce qui est relativement, bien sûr, ce qui est un peu lent. Et Panis, lui, derrière, tourne en 1,50 et 5 dixièmes. Johnny, vous avez assisté justement à ce seul et unique essai d'endurance qui a mal tourné du moteur 0,43 au circuit Paul Ricard. Jean Alesi a effectué le premier essai d'endurance, il a essayé de l'effectuer, il n'a pas couvert la distance du Grand Prix, il a dû s'arrêter à cause d'une fuite d'huile à peu près à mi-distance, un peu moins de la mi-distance, un peu plus que le tiers de la distance, mais apparemment, d'après ce que nous avait dit Jean après l'incident qu'il avait arrêté, il s'agissait d'une mauvaise réalisation au plan technique de la fonderie du moteur. Ça n'était pas du tout une défaillance de structure par mauvais calcul, par mauvaise gestation de ce nouveau moteur, mais c'était surtout une mauvaise réalisation du moteur en question. 1 Berger, 2 Panis, 3 Bernard. Panis à 32 secondes de Berger, Bernard à 8 secondes de Panis. Le 4e, c'est Christophe Fittipaldi à 52 secondes. Le 5e, c'est Gianni Morbidelli à 53 secondes. Décidément, les deux équipiers à bord des Arrows sont très proches. Le 6e est toujours Comas, le 7e Olivier Beretta, le 8e Brabham, le 9e Gounon. Gounon qui nous disait hier qu'il n'avait pas eu beaucoup de chance, il avait été souvent devant son équipier, puis manque de chance, pas en qualif et puis pas aujourd'hui. Et Gounon qui n'a plus que 11 secondes d'avance sur Damon Hill à bord de la voiture duquel nous nous trouvons actuellement, et Damon Hill qui roule en 10e et dernière position. Il n'y a plus que 10 voitures en course après les récents abandons de Schumacher, Brundle et Coulthard. Une bonne dose de courage et de motivation dans le cas de Damon pour continuer à rouler au maximum avec une voiture d'abord qui a subi quand même quelques dégâts. Ils ont changé l'aileron avant, mais on ne sait jamais exactement au niveau technique, au niveau suspension notamment, ce qui a pu se passer dans un choc. C'est très souvent
comme ça que les accidents, notamment les ruptures mécaniques, arrivent. Et tout ça pour une éventuelle place d'honneur, mais peut-être 6e place, 5e place, sait-on jamais. Mais quand il aura dépassé Gounon, il lui restera encore une cinquantaine de secondes à regagner pour être 8e, et ça me paraît quand même très très problématique, donc il faut qu'il attende des abandons. J'ai connu ça quelques fois et je peux vous dire que c'est quand même très très difficile. Mais quand vous marquez un point, même si ce n'est qu'un point pour l'équipe, pour tous ces mécaniciens qui ont travaillé, de voir leur pilote se défoncer, comme on dit, encore même pour pas grand chose, alors qu'il aurait pu briguer la victoire aujourd'hui et peut-être même remporter une victoire facile compte tenu des événements, eh bien c'est toujours encourageant pour l'équipe, et c'est normalement c'est un bel hommage qu'on leur rend de cette manière-là. On vous a vu Alain Prost continuer pour un point au Grand Prix de Belgique une année. On vous a vu ici pousser votre voiture en panne d'essence, et après tout c'est ça, c'est un bel hommage qu'on doit vous rendre à vous également. J'ai raté le championnat une fois pour 2 points, une fois pour un demi-point, et comme je disais tout à l'heure, un point par-ci par-là, ça peut faire la différence au bout. Il faut toujours garder espoir, même si le championnat va être bien entendu très très difficile pour Damon maintenant, car sur un circuit qui lui était très très favorable en fonction de la puissance moteur, et s'il ne marque pas de points, c'est un coup dur, c'est une déception. Dans le cas de Schumacher aujourd'hui, la victoire de Ferrari ne change pas grand chose, en tout cas pas pour l'instant, si c'était vraiment une victoire Ferrari, mais surtout le fait que Damon ne marque pas des points précieux, eh bien pour lui c'est un coup blanc. C'est seulement un problème médiatique, je dirais, par rapport à son public, mais sur le plan du championnat, c'est plutôt presque une bonne affaire pour Schumacher encore aujourd'hui. Voilà, Damon qui vient de doubler directement Jean-Marc Gounon. Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, pour vous donner des nouvelles des mécaniciens, derrière moi vous voyez ceux de l'équipe Ligier qui ont très bien travaillé lors des 2 arrêts de leur voiture, et je peux vous dire que la tension est très très grande ici, avec bien sûr Olivier Panis en 2e position, avec Bernard à la 3e place. On y croit, on n'y aurait pas cru évidemment, mais là maintenant il commence à y croire. Des nouvelles des mécaniciens de l'équipe Benetton, il n'y a pas vraiment de blessés, en tout cas pas de blessés graves. Un des mécaniciens a été emmené avec des blessures au 2e degré, notamment à la face, mais pas vraiment trop de gravité. Et on revient sur Ferrari, le cabri de Gerhard Berger. Il ne ménage pas les chicanes, Gerhard, il faut quand même faire attention. Ici on a vu que vers la fin des courses, ça pouvait jouer de fort vilains tours, d'escalader ainsi les vibreurs. Vous savez, quand on veut gagner un championnat du monde, ce sont des choses notamment qu'on évite de faire. C'est-à-dire quand on est en tête avec 33 secondes d'avance, et bien dans les endroits comme cette 2e chicane où on est tenté bien entendu de prendre les vibreurs pour gagner quelques centièmes ou quelques dixièmes, eh bien ça on évite de le faire, parce que malgré tout ça secoue toujours un peu la voiture, et on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Donc il faut essayer de tout mettre de son côté, et Gerhard devrait peut-être éviter de faire ça. Une explication peut-être, Alain, c'est que si Gerhard économise son moteur, prend moins de régime dans les lignes droites, peut-être essaie-t-il de compenser un petit peu par le pilotage en prenant quelques risques et dans les passages sinueux. Exactement, c'est vrai qu'on fait aussi ça, c'est-à-dire qu'on essaye de privilégier un secteur et pour économiser un autre, mais pas vraiment avec 35 secondes d'avance. C'est un peu le même cas d'ailleurs pour Schumacher en début de course. Et c'est souvent des pièges de courir son propre Grand Prix en étant très très performant comme il l'était aujourd'hui, comme il est cette saison. C'est que la pression fait que vous êtes obligé d'attaquer et penser à la victoire plutôt que d'assurer votre course ou votre championnat. Il aurait pu certainement se mettre vraiment loin derrière Gerhard. Loin, ça veut dire peut-être 2 secondes, 3 secondes, mais non pas juste derrière son aileron, et assurer la victoire d'une manière différente, peut-être en fin de course. Gianni Morbidelli vient de s'arrêter. Gianni Morbidelli sur la Rose vient de s'arrêter pour un ravitaillement de routine, et il est reparti immédiatement. Il est reparti juste sous le nez d'Eric Comas et d'Olivier Beretta. Il y a 6 secondes entre Eric Comas qui est dans les points, il marque pour l'instant 1 point Eric, et Olivier Beretta qui est en 7e position. Et donc Eric qui se retrouve en bagarre avec Morbidelli pour la 5e place. Oui, c'est pas loin, ils sont proches. On sait que Eric, lui, n'a pas disposé ici du nouveau châssis modifié de l'équipe Larousse. Vous savez que Beretta, lui, court avec un châssis qui est plus court de 8 cm que celui d'Eric. En revanche, Eric, lui, il utilise un nouvel aileron avant. Alors que les voitures là-bas, on voit
s'enfonce loin dans la forêt. Cette vue d'hélicoptère est saisissante car ce que vous percevez, vous, chers téléspectateurs du circuit de Cannes, c'est en réalité la piste et bien sûr le stadium. Mais quand vous êtes ici dans ce stadium, vous savez que le circuit part très très loin là-bas dans le fond vers la chicane de la courbe ouest, c'est-à-dire celle où l'endroit où s'est tué notre ami Patrick Depailler en 1980, et depuis il y a une chicane pour modifier cette courbe que Jean-Pierre Jabouille qualifiée de vraiment terrifiante. On se retrouve dans quelques instants après cet écran de publicité. Retour à Hockenheim dans le 30e des 45 tours de ce Grand Prix d'Allemagne avec les lisiers au premier plan. Vous l'avez vu, alors que là c'est Desmanil qui accélère la cadence. Il est maintenant en 9e position. Et il a dépassé une Ligier à moteur Renault, ça c'est l'homologue puisque les deux voitures ont le même moteur, sauf que je crois que la Williams Renault ici en version W16B, FW16B, roule avec un moteur Renault RS6B, c'est-à-dire la version la plus évoluée du fameux V10 français. En tout cas, dans ce concert des deux Ligiers qui sont pour l'instant en 2e et 3e position derrière pour l'instant l'immuable Berger, eh bien je pense surtout que à Cesare Fiorio qui vient de prendre son service aujourd'hui officiellement, si je puis dire, puisqu'il est depuis exactement vendredi matin le directeur sportif de l'écurie Ligier Renault, Franck Garnier en étant le directeur technique. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, pendant la coupure, j'entends dire qu'il avait de la chance. Quel bol, mais oui, c'était gentil et c'est vrai que c'est absolument extraordinaire. Cette course va certainement sourire aux Bleus, et d'arriver comme ça et d'avoir un résultat aussi exceptionnel. On ne peut même pas parler de bons résultats, c'est absolument exceptionnel. Même si certains pourront dire que c'est grâce aux accrochages, aux incidents de début de course, c'est un peu vrai, mais il est vrai aussi que les Ligier à moteur Renault, notamment ici, étaient le mieux classés d'ailleurs depuis le début de la saison, et elle laissait entrevoir quand même pas mal de possibilités. C'est vrai aussi du fait de le rachat de Benetton, l'accord technique et notamment bien appuyé par Franck Dernier qui est retourné, qui est revenu chez Ligier, ont fait que ces voitures sont de plus en plus performantes. Mais c'est vrai que pour Cesare Fiorio, c'est un peu une rampe de lancement et c'est quand même de bon augure. C'est la baraka un peu pour Cesare Fiorio. Et je peux vous dire que chez Ligier, ici, eh bien, vous voyez peut-être sur le mur des stands Fiorio et Franck Dernier côte à côte. Chez Ligier, évidemment, on croise les doigts. On se dit nos voitures n'ont pas toujours été très performantes, mais elles sont presque toujours fiables. Les deux Ligier sont régulièrement à l'arrivée. Les mécaniciens me disaient c'est souvent pour faire 13e, 14e ou 15e, 16e. Aujourd'hui, ce serait vraiment pas de chance si elles n'allaient pas au bout. Et Fiorio, on vient de le voir, Cesare Fiorio s'entretenir avec Franck Dernier, son directeur technique. Franck Dernier qui a été chez Ligier, qui est reparti chez Benetton. Il avait été à l'époque l'ingénieur du développement chez Williams du temps de Nelson Piquet, je crois, qui en dit le plus grand bien, Franck Dernier. Le voici ici, Franck Dernier est à droite de dos, et puis au centre avec les lunettes noires, c'est Cesare Fiorio. Et puis un peu plus loin, il doit y avoir Gilles Alesgouette qui est l'ingénieur châssis, je crois, de Eric Bernard. Enfin, tout ce beau monde qui s'occupe eh bien, des Bleus. Cesare Fiorio qui a été directeur sportif d'équipe de rallye pendant 25 ans. Oui. Il avait commencé chez Lancia en quelque chose comme 1964. Et on peut dire de lui que c'est un directeur sportif dont les débuts s'accomplissent souvent à panache, puisque la Ferrari, quel était son type, celle que Mansell avait pilotée à la victoire pour le premier Grand Prix de la saison, à la surprise générale, c'était la Ferrari dont la boîte de vitesse était semi-automatique. Oui, c'était la première fois en Formule 1. 640. 639 peut-être. 639, c'était un modèle prototype, c'était la 640, oui. Eh bien, Fiorio était directeur sportif de Ferrari lorsque cette voiture avait signé à la surprise générale une victoire dans le Grand Prix du Brésil en 1989. Et l'année suivante, lorsque Alain Prost a débuté chez Ferrari, il a signé sa première victoire chez Ferrari lors du deuxième Grand Prix de la saison. Toujours des débuts à panache pour Fiorio. Et là, croisons les doigts pour les Bleus, espérons qu'ils auront ces deuxième et troisième places que Panis et Bernard occupent depuis maintenant bien longtemps. Et puis ce qui est aussi un peu drôle à dire, c'est que lorsqu'il a pratiquement fini sa carrière en rallye, Cesare Fiorio, en tant que grand patron d'écurie, eh bien son principal rival
Furio était chez Lancia, son principal rival n'était autre que Jean Todt, qui était lui le patron de l'équipe des 205, des fameuses 205 Turbo 16 Peugeot. Eh bien, nous voici de nouveau face à face. On dit célèbre personnage. Alors que Damon Hill ici en découp pour bien sûr se dédoubler avec Olivier Panis. Peu d'ailerons, très peu d'ailerons sur les deux voitures. Et Damon Hill qui vient de se débarrasser de David Brabham mais qui est 8e. Et oui, qui mais approche toujours à un tour du leader. Ah, il va falloir aller jusqu'au bout des points. Et là, ça va être plus dur parce que Comas, c'est lui qui est le premier dans les points dans sens inverse. Et Comas, il est pour l'instant en 6e position. Et il y a 2 oui, devant Damon Hill à peu près. Et Beretta roule 57 secondes devant Damon Hill. C'est beaucoup. 7e position. Damon n'a pas pu passer la Ligier, qui est quand même sensiblement plus rapide que la Williams en ligne droite, même avec un moteur tout petit peu moins performant, il y a très peu d'écart. Alain, depuis le début des essais, on a vu Eric Bernard et Olivier Panis se promener avec, au freinage, c'est passé, très beau, très bien fait, se promener donc avec des vitesses de pointe de 335 km/h, 334, 335, ce qui était la meilleure performance pure enregistrée lors de ces essais ici pour ce Grand Prix d'Allemagne. Alors Berger tourne en 1,49,8 à son précédent passage, c'est-à-dire près d'une 50. Le rythme de sa course est maintenant très calme. Ce matin, lors du rodage, Berger avait touché les limites de sa voiture en conditions de course en 1,46,7. Il est à 3 secondes et quelques dixièmes de ce temps-là. Donc on voit que Gerhardt en garde sous le pied, comme dirait l'autre, pour assurer cette victoire d'une Ferrari. Et là, le dédoublement de Damon Hill sur Panis. Une chose que je ne comprends pas personnellement en ce qui concerne les instances dirigeantes, ou en tout cas le directeur de course, ou on peut appeler ça comme on veut, ou la fédération, c'est que très souvent ils font des choses pour améliorer le spectacle qui sont quand même relativement artificielles, si on peut appeler ça comme ça. Et là, dans le cas d'une course où il y a 10 ou 11 voitures accidentées même avant le premier virage, on ne met pas le drapeau rouge alors qu'on voit quand même une course malgré tout décapitée et sur le plan sportif avec peu d'intérêt. Ça, j'ai quand même du mal à comprendre. Écoutez, en tout cas, pour l'instant, en tête, Gerhardt Berger, lui, n'a pas démérité. Bien sûr que cette course décapitée, elle nous fait manquer probablement une performance de Jean Alesi. Il aurait pu prendre le mulet. Elle nous fait manquer les McLaren. Le voici, Jean Alesi avec Jean Todt au poste de commandement. Oui, elle nous fait manquer, disais-je, les McLaren. Elle nous fait manquer Hans-Harald Frentzen et sa Sauber à moteur Mercedes. Donc, les McLaren Peugeot, les Sauber, tout ça des voitures relativement compétitives, bien sûr. Mais d'un autre côté, elle nous permet d'avoir Panis et Bernard, quand même en 2e et 3e position. Écoutez, il ne faut pas être chauvin, mais il faut qu'on se pense un petit peu. C'était quand même, ce que je veux dire, c'est que c'était une manière qui, sur le plan sportif, tout à fait sportive, privilégiait quand même la course. Alors que ici, donc, Gerhardt Berger est toujours en tête. Voici son panneau, plus 43 secondes d'avance sur Panis. C'est exactement ce qui est écrit sur notre moniteur de chronométrage. Alain, Olivier Panis, c'est un garçon que vous appréciez? Ah oui, moi j'apprécie beaucoup. J'ai un petit peu parlé hier justement parce que c'est quelqu'un qui a subi, comme beaucoup d'autres pilotes français, il y a eu pas mal de problèmes. Vous savez, pendant l'hiver, il ne savait pas s'il allait conduire. Beaucoup de pilotes français aujourd'hui, des jeunes pilotes, sont confrontés à des problèmes. Ils sont tous un peu sur un siège éjectable. Ils pensent toujours que d'une course à l'autre, tout va être remis en question. On ne parle pas de la période des transferts, on ne parle pas de l'hiver. Et j'ai senti quand même en lui quelqu'un d'assez solide, assez motivé, qui n'avait pas été trop affecté par le fait que Gigi Leto ou Verstappen avaient conduit la Ligier et éventuellement justement prennent sa place, son baquet. Donc je l'ai senti très solide, comme je vois pas mal de jeunes pilotes français très motivés, très solides, mais avec des fortunes diverses. Et c'est vrai que pour un jeune pilote comme lui, première année de Formule 1 et réussir si possible un podium, une 2e place notamment, en tout cas pour l'instant, ce serait fabuleux. À un moment où j'ai cru comprendre que Flavio Briatore voudrait de toute façon lui faire confiance pour le futur. Ah, ce qui signifie qu'il ne ferait pas confiance à Eric Bernard, peut-être? Non, on ne peut pas dire ça. Je ne sais pas, non, mais en tout cas, en parlant d'Olivier Panis, ça a l'air d'être en tout cas pratiquement une certitude. Parce que Eric Bernard, lui, est en 3e position. Il se tient toujours là, côte à côte avec Olivier Panis, n'est-ce pas, Johnny? Une toute petite anecdote sur Olivier Panis, dont le papa devait venir assister à ce Grand Prix d'Allemagne. C'était la première fois, j'ai demandé à Olivier, est-ce que c'est la première fois que ton père
vient assister à un Grand Prix de Formule 1. Il m'a dit qu'il n'a même jamais assisté à une course de Formule 3000. L'année dernière, Panis a été champion international de Formule 3000. Son père n'a jamais pu assister à une telle course. Il me dit, et c'est normal parce que comme il dirige un circuit de karting, il est souvent pris le samedi et le dimanche, mais cette année, il a profité de notre chaud été pour prendre 2 jours de congé et venir voir son fiston en action. Et il n'aura pas à regretter son voyage si cela continue comme ça pour Panis, qui est actuellement 2e. Ça, oui, voilà, ça c'est Jos Verstappen qui ressort de son bain forcé à l'essence et à la mousse. Mais il a l'air un petit peu, touché, peu rouge en tout cas. Oui, bien sûr. Brûlé vraiment. Il était dans un brasier. D'ailleurs, lorsqu'il a retiré son casque et sa cagoule tout à l'heure, on a vu qu'il soufflait, il a dû respirer un air brûlant. Je me demande si, par exemple, on ne va pas l'amener à l'hôpital pour faire une visite, un check-up de ses poumons ou de ses bronches. Très mauvais tout cela. Et donc, on a eu très peur pour lui, franchement. On a tous prié pour qu'il s'extrait dans le 10e de seconde et puis il n'y arrivait pas. On voyait que ça, rien ne sortait de cet habitacle. Vraiment, la tension a été extrême, la terreur a été extrême pendant 2 à 3 secondes et dans ces circonstances c'est très long. Heureusement que tout le monde a crié autour, y compris Pierre Van Vliet, les extincteurs tout de suite. Et je vous prie de croire qu'on y pensait fermement. Ça fait toujours très peur, surtout que vous avez vu que ça s'embrase dans la seconde avec une force terrible. Et la température ambiante avait encore monté d'un coup, mon cher Jean-Louis. Oui, mais je comprends la terreur de tout le monde. Heureusement qu'il y a toujours les bons réflexes. On est pour l'instant avec Damon Hill qui est en 8e position avec sa Williams Renault. Donc Damon Hill qui ne peut pas participer au jeu top position que nous voyons tout de suite. Avec pour jouer 36-15, code TF1, 1 Berger, 2 Panis, 3 Bernard, alors que nous sommes pour l'instant dans le 38e des 45 tours de ce Grand Prix d'Allemagne. La cadence de Bernard qui fléchit un tout petit peu. Fittipaldi n'est plus qu'à 9 secondes de la 2e Ligier. Fittipaldi qui tout à l'heure comptait 12 à 13 secondes de retard sur Bernard, ça c'est Panis. Et qui se rapproche un petit peu, mais peut-être Bernard contrôle-t-il la situation et joue-t-il avec cette avance pour prendre un minimum de risque sur sa Ligier. Alors Alain, là se pose la question sérieuse, le physique. Parce que certes, Hockenheim, c'est pas vraiment un circuit extrêmement violent, à part les hautes vitesses de pointe qu'on y atteint, mais la chaleur, c'est un chaudron. Oui, la chaleur, c'est très difficile. C'est vraiment l'élément le plus important, déterminant ici. Surtout, la difficulté, ce sont les freinages qui sont vraiment très violents. On passe 3 ou 4 fois de 330 km/h à peu près 100 km/h. Donc il faut freiner très fort sur la pédale. Il n'y a plus d'assistance de frein. Et donc en fonction de la chaleur, on peut avoir des brûlures aux pieds ou des crampes. Il faut être bien entraîné physiquement, bien s'hydrater, on le dit souvent. Mais par contre, c'est pas un circuit, il est loin d'être très difficile, notamment parce qu'il n'y a pas de très grandes courbes avec beaucoup de force centrifuge, donc pas de gros efforts musculaires. Et on a le temps, malgré tout, dans les lignes droites qui sont longues, de se relaxer, de se reposer. On a quand même de l'air, même s'il est chaud. Un blocage pour Bernard dans la chicane numéro 2. Vous en parliez. Oui, ça peut. Bon, le problème, c'est qu'avec la fatigue, on a tendance à être un peu moins précis sur la pédale, à être un peu moins vif au niveau de la jambe, notamment sur les bosses. Et tous les freinages ici, en tout cas dans la ligne droite, sont un peu bosselés. Il faut faire attention à ne pas se faire piéger. Bon, c'est le seul vrai problème ici. Alors qu'on a vu tout à l'heure fugitivement Cesare Fiorio, et puis là, la Scuderia Ferrari, Jean Todt, Jean Alesi, toujours en train de surveiller par ordinateur interposé les performances de Gerhard Berger, toujours en tête de la course. On commence quand même à y croire chez Ferrari, mais je pense que la tension est maintenant à son comble, car c'est les moments les plus durs. Ah, c'est les moments les plus durs. Bon, il reste 7 tours, ce sont des 7 tours assez longs, comme on l'a dit, mais c'est vrai qu'au niveau fiabilité, on dit souvent si le moteur a cassé, il va casser au premier tour, c'est malheureusement ce qui s'est passé pour Jean, en tout cas un accident mécanique, mais c'est vrai que les derniers tours, on ne sait jamais, plus le moteur va dans la durée, et quand même plus il est fatigué, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je pense que les derniers tours, Gerhard va les faire d'une manière très sage
est relativement lente. Et Damon Hill n'est plus qu'à 37 secondes de Beretta. Il reste 7 tours à accomplir. Damon Hill reprend environ 4 secondes. 4 secondes au tour à Beretta. Ça va se jouer juste pour la 7e place entre deux, à moins que devant un abandon se produise et qu'ils luttent tous les deux pour un point, la 6e place, un point champion du monde. Eric Bernard, 3e sur la Ligier, et qui cette fois n'a pas effectué le même blocage de route qu'au tour précédent dans cette chicane numéro 2. Non, mais vous avez vu qu'il était un petit peu loin de la corde aussi, c'est un peu moins précis. Alors l'avenir pour Ferrari, Alain Prost? Je pense que l'avenir est vraiment conditionné à éventuellement une victoire ou en tout cas des résultats positifs et consécutifs, parce qu'une victoire c'est bien, mais si c'est pas suivi, mais une victoire à ce moment de la saison, comme on le disait en début, c'est très important pour la psychologie de cette équipe qui est relativement fragile au niveau de justement mentalité, ambiance, et un bon résultat là ça leur permettrait vraiment de partir sur des bases vraiment solides. Mais bon, c'est une voiture qui marche très bien. Bon, c'est une Simtech. C'est un circuit aussi qui leur convient. C'est un circuit aussi qui leur convient vraiment très bien, donc c'est une victoire non pas inespérée, mais c'est presque la logique. On verra comment la voiture, le pauvre Jean, on le voit, parce que ça doit être très dur, hein, vraiment très dur de ne pas pouvoir se battre en égal, et quand on voit son coéquipier être en train de gagner la course 4 ans après la dernière victoire Ferrari. Et là aussi c'est pareil, sur le plan pilote, la psychologie est très importante. Quand on est dans une équipe, c'est toujours un peu comme ça, mais chez Ferrari c'est exacerbé. On doit prendre l'ascendant sur son équipier d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan performance ou en tout cas sur le plan des résultats, sur le plan des points en championnat. Et là, Jean l'avait pris, et là c'est Berger. Là c'est Berger qui prend un petit peu, qui pourrait prendre un peu l'ascendant. C'est lui qui devrait en principe gagner aujourd'hui. C'est dur à accepter pour Jean, donc c'est là où il faut être fort et repartir de plus belle. On verra comment se comportera d'ailleurs la voiture dans 15 jours en Hongrie, sur un circuit très sinueux, avec un moteur qui reste pas encore vraiment pour être le plus souple, le plus facile à conduire par rapport aux meilleurs moteurs que sont le Renault, et d'une manière différente avec beaucoup moins de puissance le Ford ZTEC aujourd'hui. Mais bon, ce qui compte surtout, c'est pour Ferrari de gagner régulièrement de temps en temps, et puis essayer de disputer vraiment le championnat du monde l'année prochaine. Si on pouvait dire vraiment que le championnat soit perdu encore cette année, on ne sait jamais. Alors, oui, mais c'est justement l'avenir, c'est bon, la Hongrie, vous le disiez, la Belgique, un circuit avec beaucoup, il faut bien sûr du moteur, mais il faut de très bonne adhérence, c'est un circuit très complet. L'Italie, Monza, eh bien c'est remis en question. Remis en question, mais c'est un circuit qui conviendrait vraiment parfaitement Ferrari. Vous savez qu'on va au Nürburgring si on ne va pas à Monza, probablement. Oui, ce qui poserait d'ailleurs un petit problème si Schumacher était suspendu pour 2 Grands Prix, car sa rentrée ne pourrait peut-être pas se faire justement au Nürburgring, et ça poserait encore quelques problèmes. Oui, alors ensuite Portugal, c'est-à-dire Estoril, Jerez, et puis Suzuka et Adelaide. Attention, c'est chaud là. Donc là, ça dépend beaucoup du développement des voitures. On peut jamais en Formule 1 faire extrapoler, faire des pronostics sur les 4 ou 5 Grands Prix qui vont venir. On ne sait pas comment vont être développées cette voiture, qui a certainement une marge de développement un peu plus importante qu'une Benetton Ford, justement. La Williams-Renault, par contre, s'améliore, mais bon, ils jouent vraiment un peu de malchance. Ils sont pas toujours bien partout. Mais moi je reste convaincu que c'est quand même encore eux les candidats les plus dangereux. De toute façon, ce sont les plus complets, les plus fiables, même si la Ferrari gagne aujourd'hui, mais ça ferait 3 équipes vraiment hyper compétitives, pouvant lutter pour la victoire, et ce serait merveilleux pour le sport. D'autant que quand vous parlez par exemple du circuit de Budapest, du Grand Prix de Hongrie, vous savez qu'ici est en Allemagne une nouvelle réglementation. C'est un abandon là-bas. Est-ce que j'ai vu la Simtech de Gounon ou me suis-je trompé? Et vous savez que dorénavant, dans ce rectangle représenté par l'aileron du dessus, les 2 cloisons latérales et l'aileron du dessous, eh bien on ne doit plus occulter plus de 70% de cet espace, car on ménage ainsi 30% pour la rétrovision. Or on sait que les Ferrari, sur des circuits aussi sinueux
Budapest et peut-être Jerez également, eh bien emportent des véritables pelles et qu'elles seront vraiment un peu handicapées dans ce domaine de l'adhérence. Jean-Louis, oui, Pierre. Pour vous dire que chez McLaren Peugeot, eh bien, on est un peu désolé évidemment, la panne de Martin Brundle n'a pas été détectée, le moteur a coupé, mais on ne sait pas encore exactement pourquoi. Il y a aussi une enquête des commissaires sportifs à propos des incidents du départ et Mika Hakkinen a été convoqué pour témoigner évidemment, puisqu'il était directement impliqué, vous l'avez vu. Et enfin, il faut savoir que Verstappen et que 4 mécaniciens de Benetton ont été évacués vers l'hôpital pour de plus amples investigations médicales, mais je vous le répète, sans gravité aucune. Oui, c'est normal. L'incendie était extrêmement fort pour ces hommes-là. Alors qu'on a vu effectivement Niki Lauda qui fut l'un des grands piliers de la Scuderia Ferrari. Il a conquis 2 de ses titres de champion du monde sur des Ferrari en 75 et 77, Niki Lauda. Et le 3e de ces 3 titres, il a signé au volant d'une McLaren Porsche en tant qu'équipier d'Alain Prost en 84. Oui, et... Bon souvenir pour Alain, bien qu'il ait été battu de 10 points cette année-là. C'était une année formidable, oui. 1984 avec les McLaren Tag Porsche. Et puis Niki Lauda, vous parlez de ces 2 titres mondiaux chez Ferrari, là en tout cas était directement sous la coupe d'un certain Luca Montezemolo, qui est maintenant le grand patron de Ferrari à Automobilis, c'est-à-dire la branche la plus prestigieuse probablement du monde de l'automobile. Et là on voit derrière Gerhard Berger, on aperçoit Olivier Beretta sur la Larousse qui est toujours en 7e position et dont l'avance sur Damon Hill à 3 tours de l'arrivée est de 17 secondes. Jean Alesi souriant quand même. C'est vrai que ça doit être dur, mais il faut effectivement, il faut être fort. C'est bien de rester là et oui. C'est facile quand on abandonne et c'est très souvent le cas de partir, d'être déçu, mais c'est bien d'assister avec son équipe à l'éventuel succès, de partager un petit peu la joie. C'est dur d'un côté, mais c'est très très important pour la suite. C'est tellement important pour eux de gagner cette course, gagner une course cette année. Ferrari n'avait plus gagné depuis 1990. Alain serait bien placé pour nous en parler, puisque c'est lui qui a signé la dernière victoire d'une Ferrari à la fin de la saison 90. Et cet hiver, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, Luca Montezemolo a promis au public italien surtout, à tous les publics, mais au public italien surtout, que Ferrari allait renouer cette année avec la victoire. Il reste 3 tours à accomplir, 2,5. Et il faut croiser les doigts pour la Scuderia qui mériterait quand même de gagner. Elle produit des efforts gigantesques et je pense qu'actuellement chez Ferrari, celui qui a le plus peur, c'est Jean Todt. Oui, c'est vrai. Nos pensées vont vers lui naturellement, à Jean Todt qui a toujours eu le voici, qui a toujours eu du succès dans tout ce qu'il a entrepris dans la course automobile. Et puis, vous savez que derrière cette victoire Ferrari qui se profile quand même, on va croiser les doigts pour Gerhard Berger, il y a aussi un record. Vous savez que Ferrari a été longtemps le recordman des victoires avec 103 victoires. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? McLaren a conquis 103 et puis 104. McLaren est pour l'instant toujours coincé à 104 victoires. Si Ferrari pouvait relever le défi de cette 104e victoire, revenir au niveau de McLaren et pourquoi pas récupérer ce bien qu'elle a tenu de haute lutte pendant de nombreuses années, avec Lotus d'ailleurs, il faut le préciser, eh bien ce serait tout bonnement formidable. L'effondrement marqué par Ferrari en 91 était une surprise pour tout le monde. Je pense que la plus mauvaise surprise, elle a été pour Alain Prost. L'année d'avant, il avait disputé le titre de champion du monde à Ayrton Senna. Senna sur une McLaren Honda, lui il avait la Ferrari. La Ferrari avait en 1990 conquis 6 victoires, 5 par Prost, 1 par Mansell. Elle paraissait être l'équipe qui partait grande favorite du championnat 91. Et là, cette année-là, désillusion totale, pas une seule victoire. Alain, est-ce que vous pouvez nous évoquer ce petit souvenir? C'était une demi-surprise parce qu'il y a eu des choix techniques qui ont été pris, qui étaient, à mon avis, évident de ne pas réussir vraiment. Et d'un autre côté, il y a eu une amélioration considérable de la concurrence, justement, notamment au niveau moteur, par Renault, il faut le dire, et l'essence, par Elf. À l'époque, l'essence était aussi très importante. Et ils ont amélioré sur le plan de la puissance d'une manière considérable. Nous, on s'est retrouvé avec une voiture qui était presque intrinsèquement moins bonne que celle de l'année d'avant, puisqu'on a fait d'ailleurs l'essai en cours de saison de reprendre l'ancienne voiture et on était plus vite. Mais vous savez, quand vous courez pour Ferrari, vous n'avez pas le droit de faire ça. Même si c'est plus vite, vous ne pouvez pas
Vous ne pouvez pas montrer aux gens qu'en réalité on s'est trompé. Dernier tour pour Berger. Voilà, et on est resté comme ça. Et puis voilà, des luttes internes, ça a été fait. Mais vraiment, c'est surtout aussi les autres qui ont progressé beaucoup. Gerhard Berger, la Scuderia Ferrari a maintenant quoi, à peu près 5 km de la victoire, alors qu'on nous montre le deuxième, Olivier Panis, qui ne doit pas en croire ni ses yeux ni ses oreilles. Et puis là-bas, Eric Bernard, alors qu'on attend bien sûr maintenant au loin là-bas dans la forêt Gerhard Berger, qui livre pour Ferrari le 528e Grand Prix, et ce serait, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, la 104e victoire de Ferrari. Ce serait surtout qu'il n'a plus gagné depuis l'Espagne 90. Ça, ce serait surtout voilà, le formidable renouveau de la Scuderia. J'ai une pensée émue pour tous les enthousiastes que la Scuderia Ferrari et M. Ferrari lui-même a suscité. Je pense tiens, à nos amis Daniel Marin, président de Ferrari France, à Jean Sage, à Didier Moreau, le club Ferrari, tout ce club français, le club international des ferraristes du monde entier, qui ont les yeux fixés sur leur télévision pour voir la célèbre voiture rouge, la plus célèbre de toutes, bien sûr en train d'accomplir les dernières dizaines de mètres. Berger rentre dans le stadium. On vit ici, eh bien, oui, beaucoup de drapeaux. Un moment historique, oui, avec les pétards qui partent de tous les côtés. Oui, pour nous, c'est un moment historique. Ferrari qui revient au premier plan, au plus haut. Et bien sûr, avec Jean-Todt, nous sommes de tout cœur. Lui qui a fait son anniversaire ici avec 1 an et 1 mois. Berger est passé. Bravo! Formidable! Vous avez peut-être entendu le 12 cylindres, Jean-Louis. Ici devant, c'est formidable. Jean, allez-y. Jean Todt. Quel moment d'émotion. Ah oui, une grosse émotion. Il s'étreigne évidemment, tous les techniciens de la Scuderia. Jean. Oui, Eh oui, il est heureux, il embrasse tout le monde, c'est formidable. Jean, le Ferrari est revenu au premier plan et votre jour viendra bientôt. J'espère, mais bon, aujourd'hui c'est le jour de Ferrari, c'est ce qui est le plus important. On est tous très heureux, très émus. Et puis, il y a de quoi. Formidable, bravo Jean, allez-y. Et puis bien sûr, et on va essayer. Oui, vous allez essayer d'avoir Jean Todt, l'homme qui est quand même à la base de ce renouveau fondamental de la Scuderia. Et puis attention, le deuxième, Olivier. Il est là, Jean Todt. Oui, on le suit avec vous, avec notre caméra chef Jean-Luc Luan. Et Olivier Panis, deuxième. Oh, les gens de chez Ligier, regardez-les là-bas. Jean, les garçons de Ligier, oui. Un petit mot en direct. Oui. À chaud, après cette formidable victoire de Gerhard Berger, Ferrari revient. Vous aviez fixé rendez-vous à Hockenheim. Eh bien, rendez-vous était pris, était le bon. C'est formidable, on est vraiment très contents. On va continuer à travailler. Voilà. Oui, toujours sobre, toujours sobre dans ses propos. Bon, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a des larmes qui coulent dans le coin des yeux ici, dans le garage de la Scuderia Ferrari. Bien sûr, ici, dans cette cabine de commentaires, puisque nous sommes tous ensemble, tout le monde est debout pour assister à ce spectacle formidable, alors que Berger boucle son tour d'honneur. Berger qui disputait ici son 156e Grand Prix. Berger qui emporte sa 9e victoire. La dernière, je crois, c'était en Australie en 1991, et que les derniers classés continuent de passer. Donc un Berger pour Comas, 2 Panis, 3 Bernard, 4 Fittipaldi, 5 Morbidelli, 6 Eric Comas qui marque un point, 7 Beretta et 8 Demonil. On attend Beretta et Demonil qui n'ont pas terminé leur dernier tour. À moins qu'ils soient passés avec un tour de retard sur Berger derrière lui. Alors que le classement des 6 premiers s'est affiché sur vos écrans. Oui, 9e victoire de Gerhard Berger après une 9e pole position. Gerhard qui n'avait plus gagné depuis le Grand Prix d'Australie en 1992. Et vous savez donc ici, entre Johnny Reeve, Alain Prost, Pierre Van Vliet et moi-même, nous avons tous donc une pensée émue pour les hommes de Maranello, les hommes des voitures rouges, ce sensationnel team Ferrari qui vraiment a fait l'histoire de la course automobile. Le classement des 6 premiers, on vous l'a donné. On se retrouve, c'est Berger, Panis, Bernard, Fittipaldi, Morbidelli et Comas pour ceux qui marquent des points. On se retrouve dans quelques instants pour le podium et l'analyse de la course.